The 5 children stayed in state care for 31 days. On the 32nd day, a woman arrived at the facility. She presented identification, which the staff described as valid but unusual in format, unlike any state ID they had seen before. She said she was the aunt of all 5 children. She provided names that matched the names the children had given for themselves. She signed the release forms. She took the children. And she left. Officer Reeves, who had found the children on the highway, heard about this and drove to the facility to ask questions. He wanted to see the ID she had presented. He wanted a copy of the release forms. He was told the file had been transferred to a federal agency, pending a routine administrative review. He asked which agency. He was told that information was not available. He filed a formal inquiry. His inquiry was acknowledged. It has been under review for 2 years. The children have not been seen since. Here is what we can confirm. A delivery driver reported making a delivery to a location that does not appear on any map. His report was closed without investigation. 5 children with no traceable identity were found on a highway 12 miles from that location. They possessed knowledge inconsistent with their apparent age and background. They sang a song that does not exist in any archive. A settlement called Hollow Creek appeared on maps until 1960 and then vanished without explanation. Tax records suggest a community of approximately 3,000 people continues to file returns from an unrecognized zip code, classified under national security exemption. A researcher who was documenting the case stopped communicating. A journalist who filmed footage inside what may be the location had her account suspended and has not been heard from since. A university researcher who began writing about anomalous population events in this region never completed his paper. Here is what we don't know: whether any of this is connected, whether the children are safe, whether Hollow Creek still exists, and why, every single time someone gets close to an answer, the answer disappears. We want to be clear about something. We are not telling you what to believe. We are not saying the government is hiding a secret town. We are not saying the children came from another dimension. We are not saying any of this is supernatural. We are saying, these are the facts we found. These are the questions nobody answered. And these are the people who went quiet. Draw your own conclusions. But before you do, search for Hollow Creek. Check the 1954 atlas. Look at the coordinates: 38.47 to 1 degrees north, 117.8203 degrees west. Tell us what you find or don't find. Leave a comment. Share this video. And if you know something we don't, you know where to find us. Le soir de leur première dispute, Nadia s'est assise sur le bord du lit et elle a attendu. Elle connaissait ce moment. Elle savait ce qui venait après une dispute. Elle avait appris. Mais Kofi n'est pas revenu dans la chambre en criant. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas levé la main. Il est resté dans le salon, en silence. Et ce silence tranquille, lui a fait plus peur que n'importe quel coup qu'elle avait reçu dans sa vie. Parce que Nadia ne savait pas encore ce que ce silence voulait dire. Elle n'avait jamais appris à lire l'amour sans la douleur. Restez avec moi, parce que cette histoire n'est pas seulement celle de Nadia, c'est peut-être aussi la vôtre. Nadia avait grandi dans une maison où les voix montaient en vite. Son père n'était pas un homme cruel, au sens où on l'entend habituellement. Il travaillait, il rentrait, il aimait ses enfants à sa façon. Une façon qui n'incluait pas beaucoup de mots doux, mais qui incluait un toit,
et de la nourriture, et la certitude que la famille ne manquerait de rien de matériel. Ce qu'il ne savait pas donner, c'était la paix. Les disputes entre ses parents éclataient sans prévenir. Un mot de travers, une assiette mal posée, une journée de travail trop longue, et la maison se transformait. Les voix montaient. Parfois, autre chose que les voix montaient aussi. Nadia avait 7 ans, la première fois qu'elle avait vu sa mère pleurer dans la cuisine après. Elle avait 7 ans, et elle avait déjà tiré une conclusion que personne ne lui avait enseignée, mais que la maison lui avait montrée chaque soir. C'est comme ça que les gens qui s'aiment se traitent. Ce n'était pas une pensée, c'était une conviction, installée silencieusement, comme une fondation, avant même qu'elle sache ce qu'était l'amour. Les années passèrent. Nadia grandit. Elle était belle, intelligente, déterminée. Elle quitta la maison à 18 ans avec la certitude que sa vie serait différente de celle de sa mère. Elle ne savait pas encore que les convictions que l'on porte depuis l'enfance ne se défont pas simplement parce qu'on change d'adresse. Elle rencontra Emeka à 22 ans. Il était grand, confiant, drôle. Il parlait avec une assurance qui ressemblait à de la force. Il prenait de la place dans une pièce d'une façon qui attirait les regards. Et quand il regardait Nadia, elle sentait quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Ils se marièrent 2 ans plus tard. Les premiers de mois furent doux. Emeka l'appelait sa reine. Il lui apportait des fleurs sans raison. Il était attentif d'une façon qui lui semblait presque irréelle. Trop belle pour durer, pensait-elle parfois. Et quelque chose en elle attendait. Attendait que ça finisse. Attendait que la réalité revienne. La réalité revint en fin d'année, lors d'une soirée ordinaire. Nadia avait oublié d'appeler sa belle-mère pour son anniversaire. Emeka rentra du travail fatigué. Elle lui rappela qu'elle avait oublié. Il haussa d'abord les épaules, puis il recommença à en parler. Puis sa voix monta, et puis il leva la main. Ce fut bref, ce ne fut pas fort. Et ce qui se passa ensuite fut plus étrange encore. Emeka fondit en larmes. Il la serra dans ses bras. Il dit qu'il ne sait pas ce qui lui avait pris, que ça n'arriverait plus jamais. Nadia le tint contre elle, et quelque chose d'obscur et de familier s'installa dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'aurait pas su appeler autrement que « maintenant, je sais où je suis ». Ce n'était pas de l'acceptation, ce n'était pas de la résignation, c'était de la reconnaissance, comme si une partie d'elle, formée dans la cuisine de ses parents, à l'âge de 7 ans, venait de dire « Voilà, je connais ce monde, je sais comment y vivre ». Ce qui suivit dura 6 ans. 6 ans au cours desquels Nadia apprit à lire les saisons de son mariage, comme on lit le ciel avant la pluie. Elle apprit à reconnaître les signes, une tension dans les épaules d'Emeka, un silence trop long, une journée de travail ratée. Elle apprit à disparaître avant l'orage, à parler doucement, à ne pas provoquer sans le vouloir. Elle devint experte dans l'art de survivre à un amour qui faisait mal. Et elle appela ça de l'amour, parce que entre les orages, il y avait des moments de douceur, des excuses sincères, des week-ends où Emeka était l'homme qu'il avait été au début, attentionné, drôle, présent. Ces moments-là, Nadia les gardait comme des preuves. La preuve que c'était encore possible. La preuve que ça valait la peine. Ses amies voyaient. Certaines disaient quelque chose. D'autres ne disaient rien, soit par peur de se mêler, soit parce qu'elles aussi avaient appris que c'était comme ça que les choses fonctionnaient. Sa mère lui dit un jour, « Le mariage est difficile, il faut tenir ». Nadia tint, jusqu'au soir où elle ne put plus. Ce n'était pas le coup le plus fort qu'elle avait reçu. Ce n'était pas la dispute la plus violente.
C'était quelque chose de bien plus petit. Une phrase qu'Emeka prononça en passant, sans même s'arrêter, comme si ça allait de soi. Une phrase sur ce qu'elle valait. Nadia resta là, debout dans le couloir, et elle entendit quelque chose se briser en elle. Pas de la douleur, pas de la colère. Quelque chose de plus calme et de plus définitif. Le lendemain matin, pendant qu'Emeka dormait encore, elle fit une valise, une seule, les choses les plus nécessaires. Elle sortit sans faire de bruit. Elle ferma la porte derrière elle, et elle ne revint pas. Les mois qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Nadia. Elle était libre, elle le savait. Elle était en sécurité, elle le savait aussi. Elle dormait chez une amie d'abord, puis dans un petit appartement qu'elle loua avec le peu qu'elle avait économisé en secret pendant les dernières années. Mais la liberté avait une texture qu'elle ne reconnaissait pas. Elle était trop silencieuse, trop douce. Les soirs sans tension lui semblaient vides, d'une façon qu'elle ne savait pas expliquer. Elle attendait quelque chose qui ne venait pas, et cette attente, avec le temps, devenait presque insupportable. Elle commença à voir une thérapeute, une femme calme, qui posait des questions sans juger, et qui, un jour, lui dit quelque chose que Nadia n'était pas prête à entendre. Vous cherchez la douleur parce que vous l'avez confondue avec la preuve d'être aimé. Si ça fait mal, vous savez que c'est réel. Si ça ne fait pas mal, vous ne savez plus quoi croire. Nadia rentra chez elle ce soir-là et pleura pendant 2 heures. Pas de tristesse, de reconnaissance. Elle rencontra Kofi 18 mois après avoir quitté Emeka. Elle n'était pas en train de chercher quelqu'un. Elle n'était pas prête. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais Kofi n'arriva pas comme quelqu'un qui cherche à prendre une place. Il arriva doucement, sans pression, sans performance. Il était collègue d'une amie commune. Ils se croisèrent plusieurs fois. Il était attentif sans être envahissant. Il faisait rire sans chercher à impressionner. Et un soir, après un dîner entre amis, il lui proposa de la raccompagner, simplement, sans sous-entendu. Dans la voiture, ils parlèrent pendant 2 heures, sans voir le temps passer. Nadia rentra chez elle, avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas de l'excitation, quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à, peut-être. Ils commencèrent à se voir. Doucement. Kofi ne forçait rien. Il posait des questions et écoutait vraiment les réponses. Quand elle parlait, il ne cherchait pas à remplir les silences. Il les laissait exister. Et les silences, avec lui, ne faisaient pas peur. Nadia commença à comprendre que quelque chose était différent. Mais différent, pour elle, ne signifiait pas encore meilleur. Différent signifiait inconnu. Et l'inconnu lui faisait peur. We want to pause here and look at some numbers. Not because numbers tell the whole story, but because they provide a context that we think is important. The global oncology drug market, chemotherapy, targeted therapies, immunotherapies, was valued at approximately $196 billion in 2023. It is projected to reach $560 billion by 2033. The 10 largest pharmaceutical companies in the world derive, on average, between 18 and 34% of their total revenue from cancer-related treatments. A single chemotherapy course for a common cancer type can cost between $10,000 and $200,000 in the United States, depending on the drug and duration. Now consider what a 94% effective, non-invasive, low-cost compound treatment would do to those numbers. We are not drawing a conclusion. We are presenting the context, and we are asking you to sit with it.
200 oncologists attended the Baltimore Symposium on March 14, 2003. We have been able to identify, through conference registration records that were briefly made public before being removed from the hosting institution's website, approximately 60 of those attendees by name. We contacted 31 of them. 27 did not respond. 3 responded to say they had no recollection of the event. 1, a retired oncologist, now living in Portugal, agreed to speak with us briefly by email. He told us he remembered the presentation clearly. He described it as unlike anything he had witnessed in 30 years of medical conferences. He said the data Dr. Osei presented was, in his assessment, credible and extraordinary. We asked him why he had never spoken about it publicly. He took 3 days to respond to that question. When he did, he wrote, "Because I valued my career, and because 2 people I know who did speak about it no longer have careers in medicine. I am sorry. That is all I can tell you." He did not respond to subsequent messages. Dr. Osei had one research assistant at the Maryland laboratory. His name was Michael Torres. He had been working with Dr. Osei for 4 years at the time of the fire. Torres was not present at the Baltimore Symposium. According to a brief statement he gave to local police following the fire, the only statement he is known to have made, he had been in New York visiting family that weekend. The police statement is 4 paragraphs long. It contains no substantive information about the research itself. 6 weeks after giving that statement, Michael Torres left the United States. He relocated to a small city in southern Spain. He has not worked in scientific research since. We found a single interview he gave to a Spanish-language science podcast in 2019, 16 years after the fire. The interview was about his current work, which involves environmental monitoring. At the very end, the host asked him, apparently as an afterthought, whether he still thought about his time in oncology research. Torres paused for 11 seconds. We counted. Then he said, "There are things I know that I will take with me when I die. Not because anyone told me to, because some knowledge is too heavy to share and survive." The host laughed, assuming it was a joke. Torres did not laugh. The interview ended shortly after. 3 days before the Baltimore Symposium, a patent application was filed with the United States Patent and Trademark Office. The application was for a compound-based oncological treatment methodology. The applicant listed was Raymond Osei, with a Maryland address corresponding to the laboratory. Patent applications typically take between 18 months and 3 years to process. This one was processed in 4 months. It was granted in July of 2003, 4 months after Dr. Osei disappeared. The current holder of that patent is not Raymond Osei. It is a subsidiary of a pharmaceutical holding company incorporated in Delaware in January of 2003, 2 months before the symposium. We have not been able to determine how the patent transferred from Dr. Osei to this subsidiary. The transfer documentation, which should be a matter of public record, is listed in the USPTO database as restricted, not available for public inspection. We filed a request for access. We received an automated acknowledgement. That was 19 months ago.